Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne que nous tous, vous et nous, avons pris l'habitude de suivre. Il s'agit bien entendu du réseau de la diaspora sur le www.dn247.net www.dn247.net. Donc c'est le réseau de la diaspora. Alors, le réseau de la diaspora, c'est une initiative qui a vu le jour ici à Toronto. Cette initiative tend à aller faire parler le peuple de la diaspora, peu importe de la partie du monde d'où ils viennent. Il s'agit bien de la diaspora africaine, il s'agit de la diaspora américaine, américano-latine, des Caraïbes, d'Asie, d'Inde et de peu partout dans le monde. Donc, vous le verrez tous défiler ici. Et le point essentiel que nous essayons de soulever, c'est comment vivent les peuples de la diaspora. Alors, aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir sur ce podium deux grands hommes de la diaspora sénégalaise ici à Toronto. Je sais que vous avez vu dans nos émissions précédentes Lassana, qui est aussi jeune sénégalais, mais qui a grandi en Occident, qui donne son appréciation de la situation au Sénégal selon sa perception d'un occidental. Alors, messieurs, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter. Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes... Malik. Ok, vous pouvez peut-être dire un petit mot sur vous-même avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Comme vous l'avez bien présenté, donc on est d'origine sénégalaise, on vit au Canada, principalement à Toronto. Et je salue l'initiative de pouvoir partager les valeurs des communautés, des autres communautés africaines, de pouvoir nous donner l'occasion de nous présenter. C'est intéressant. Bien sûr. Soyez les bienvenus. Et mon frère, vous êtes... Moi, je suis blanc, donc de nationalité sénégalaise. Donc, on est à Toronto, donc on vit en communauté. Donc, il y a la communauté africaine. Et puis, comme Malik vient de le souligner, donc on est vraiment content de se présenter sur ce plateau donc, pour parler donc, de la communauté africaine et plus particulièrement de la communauté sénégalaise. Voilà, merci. Donc, soyez les bienvenus sur les réseaux de la diaspora. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'aujourd'hui, ils donneront le nom de la fête. On vient de partager la viande du mouton. On vient de partager la viande du mouton. J'ai expérimenté une expérience que je n'ai pas encore vue dans d'autres communautés. L'expérience que j'ai vécue, c'était le partage d'un repas autour de la table, une grande assiette où vous mangez tous ensemble. Tout à fait. Est-ce que c'est quoi le symbole On commence peut-être là, donner le nom de la cérémonie et puis... Oui, la cérémonie est communément appelée au Sénégal Tabaski. Donc on le fête chaque année, la communauté musulmane le fête, donc on le fête en famille. Donc c'est ça. Donc comme au Sénégal on mange chaque fois en famille. Donc cette fête a été indiquée par l'islam, donc par le prophète Ibrahim. Donc chaque année, donc à cette même période, on partage donc ensemble, donc on fait ensemble, on va à la mosquée, donc on prie, donc on se fait des congratulations. Donc je profite de l'occasion pour dire bienvenue à tous les Sénégalais. Bien sûr, donc donc c'est ça. Ok. C'est quoi ce symbole vous tuez la chèvre à un jour spécifique comme cette année, enfin cette période, et vous le faites cette année. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous, Sénégalais et les Sénégalais du monde entier? Avant que moi je parle, je vais vous rectifier un peu. On tue des moutons, donc la plupart du temps, on tue des chèvres. Oui. Oui, exactement. C'est en fait Deveniti aussi, je profite de l'occasion pour dire à tous nos frères qui nous regardent, donc Deveniti par la noire, l'unité par noir. Yalla fait que Deveniti Bari, donc c'est un wolof pour dire on se pardonne nos péchés, puis on recommence sur une bonne base. Donc comme Blain l'a souligné, en fait c'est une fête musulmane qui se fait chaque année, et c'est en fait l'origine symbolique. Je ne suis pas la personne la plus expérimentée. Je laisserai peut-être la main à c'est sûr, oui. Exactement. Ok. Moi, je voudrais connaître, parce que vous savez, les raisons pour lesquelles, comme je disais à l'introduction, nous avons mis ces émissions, il semble avoir un malentendu. Souvent, on a des perceptions des autres communautés par la façon dont ils s'habillent, par la façon dont ils se comportent. Et dans la communauté sénégalaise, moi, je constate qu'il y a une solidarité qui est assez forte. Je me suis souvent posé la question, est-ce que cette solidarité est liée avec la religion ou c'est une solidarité qui existe au Sénégal que vous avez amenée avec vous ici? Quel est l'élément centralisateur de la solidarité autour de vos activités, de la fête, dont le partage de la viande du mouton qu'on a mangé tout à l'heure?
Merci, c'est une très belle question. Mais je vais d'abord passer la main à Malik. Ok. Donc elle va dire 2 ou 3 mots. Ok. En fait, je pense que, pour revenir à la question de la solidarité, je ne pense pas que c'est par rapport à la religion, parce qu'il faut le rappeler, le Sénégal est un pays laïque, même s'il est à 95% musulmans, 5 à 4% chrétiens, puis après le reste les autres religions. Donc, c'est un pays très tolérant, je dirais. Donc, c'est quelque chose avec lequel on grandit depuis tout jeune. Donc, c'est le sens du partage. Même si vous allez dans les maisons, vous allez voir, il y a toujours une table à manger, mais souvent c'est comme à titre décoratif. Donc, c'est vraiment là pas pour que les gens mangent dessus. Tout à fait. Donc, c'est pour encourager les gens à se soutenir. Et ça fait partie de la culture. Donc, on est venu, on a trouvé ici, c'est quelque chose qu'on réitère, puis on espère que nos enfants réitéreront aussi, continueront dans cette. Et comme vous dites, partout où vous allez dans le monde, vous allez voir aussi les Sénégalais tout le temps ensemble, tout le temps. C'est vrai que la religion aide beaucoup, mais je dirais que c'est pas juste principalement la religion, mais plus culturelle en fait. C'est un aspect culturel plutôt. Oui. Tout à fait. Je vais compléter tout juste par rapport à cette vie sociale que nous vivons au Sénégal. C'est tout juste que, en fait, on est né comme ça. Donc, c'est comme notre slogan, la teranga sénégalaise. Donc, au Sénégal, on vit en communauté. Donc, on se met toujours autour du thé. Donc, ça représente tout juste la teranga sénégalaise. Donc, vous allez voir, donc, dans chaque famille, donc, les gens vont manger ensemble, les gens vont boire du thé ensemble, les gens vont se mettre au bout de la rue ensemble, en train de parler, de discuter. Ça, c'est la teranga sénégalaise. Donc, c'est quelque chose que nous saluons et que nous voulons tout à fait que ça continue. Et puis que par rapport à tout ça, donc, nous pouvons réussir de grandes choses. De toute façon, on dit l'union fait la force, donc naturellement, quand vous faites cela, vous ne pouvez que réussir dans d'autres initiatives. Autre chose que je remarque, je pose ces questions pour permettre, bien sûr, à nos auditeurs, les membres de la diaspora d'ici et d'ailleurs, de comprendre un peu le fond de la culture sénégalaise. Autre chose que je remarque, les Sénégalais sont très soudés entre eux. C'est rare que vous sortez de vos communautés pour aller vers d'autres communautés. Est-ce un rejet des autres cultures ou une méfiance qu'on influence votre culture habituelle ou c'est une mauvaise perception, tout simplement? Non, c'est pas une mauvaise perception. C'est tout juste par rapport à ce qu'on vit au Sénégal. Donc nous, au Sénégal, donc, on est tout le temps en famille. Donc jusqu'à l'âge de presque 30 ans, on vit tout le temps en famille, on vit en communauté. Donc rarement tu verras des gens sortir et vivre leur vie donc, isolément ou faire une vie individuelle. Donc c'est ce qui fait que donc, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps soudés, on se met tout le temps autour de quelque chose, en train de discuter et de parler. Donc, et puis au Sénégal, les gens sont là pour s'entraider. Donc si moi j'ai un problème, c'est le problème de Mali, c'est le problème de ainsi de suite. Donc par rapport à tout ça, on est obligé tout le temps de rester ensemble et de se partager. Donc le fait qu'on vous sente un peu, pas enfermé en vous-même, mais retiré des autres, c'est simplement pour maintenir ce focus-là sur vos cultures, vos valeurs communes. Tout à fait. Ok. Est-ce que c'est votre point de vue? En fait, oui, un peu, je le partage un peu son point de vue, mais je pense que le point le plus focal, ce serait plus la langue, en fait. Ok. Parce qu'on a un dialecte, le Wolof. C'est un dialecte qui est devenu d'ailleurs une langue nationale et qui est parlé essentiellement au Sénégal. Et souvent, corrigez-moi si je me trompe, on peut rester en communauté sénégalaise, on peut avoir beaucoup d'autres nationalités. Le Wolof finit toujours par l'entendre. Donc, c'est quelque chose comme, je dirais en fait, on est plus à l'aise à parler en Wolof, même si on maîtrise bien d'autres langues comme le français, l'anglais, mais on maîtrise tout. En fait, on maîtrise mieux le Wolof, ce qui fait que là, c'est la langue de communication la plus privilégiée. Donc, c'est plus ça qui fait qu'en fait, les Sénégalais se tiennent souvent ensemble parce que les autres, ils arrivent, il y a d'autres nationalités qui viennent souvent, mais à force d'être là, en fait, à un moment donné, ils ne comprennent pas l'Europe. Donc, souvent, ça arrive qu'ils se retirent petit à petit. C'est plus ça que les Sénégalais se retrouvent entre eux. Ok. Mais c'est pas par rejet des autres nationalités ou quelque chose comme ça. Bien sûr. Avant d'aller au Sénégal, je vois, je ne sais pas si vous êtes dépassé le mot, mais vous êtes toujours en habit traditionnel, pas traditionnel, habillement africain. C'est par rapport à l'occasion. Par rapport à l'occasion, ok. Qu'est-ce que symbolise justement ces beaux vêtements là? C'est quand même des vêtements de plus en plus. Là, vous savez, le monde occidental semble copier un peu ce qu'il y a en Afrique. Et je retrouve beaucoup, j'ai beaucoup d'amis du Québec, de France,
Je parle bien des caucasiens qui s'habillent en vêtements africains. Ça paraît un peu drôle de le voir là-dedans, mais quels symbolisent ces costumes, ces beaux costumes que vous portez? Quels sont leurs noms? Je ne sais pas, c'est un boubou, mais je dirais tout juste que c'est une identité sénégalaise. Donc, mais on le retrouve aussi au Mali, on le retrouve donc, au Nigeria, donc il y a d'autres communautés qui portent, en Mauritanie, il y a d'autres communautés qui portent ces habits. Donc c'est tout juste une tradition, je ne sais pas. C'est aussi un style quelque part, un style d'habillement. Je sais qu'au Nigeria, c'est vraiment des boubous qui coûtent 5-6 000 $. Exactement. Oui. En fait, c'est plus en fait, une identité culturelle aussi, pareil. Donc là aussi, la culture revient. Et ce qu'on peut souligner, c'est qu'en fait, oui, au Sénégal, il y a d'autres modèles qui sont plus. En fait, nous, on ne met pas chaque jour ici, à cause du climat, à cause de beaucoup d'autres facteurs. Mais c'est plus quelque chose. En fait, aujourd'hui, on a voulu souligner l'événement parce que c'est la Tabaski. Tout à fait. Donc, ça nous permet de nous mettre comme dans l'esprit, dans la culture, dans l'humour. Exactement. Oui. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on a avancé. Il n'y a pas de. On appelle ça bazin chez nous, boubou. Voilà. Il n'y a pas de nom particulier. Plus chez les femmes qu'on verra plus de distinction entre les habits. Ok. Par rapport au surtout chez les femmes. Surtout chez les femmes. Ok. C'est qui m'amène justement dans les sujets de la femme. Quel est le rôle de la femme dans la société sénégalaise? Parce que moi, ma compréhension est que dans la religion musulmane, la femme est mise en seconde position. Et on voit par moments, je ne sais pas si c'est à tort, mais les images que l'Occident nous présente, c'est l'histoire d'une femme musulmane, discriminée, qui n'a pas beaucoup de droits, qui n'a pas le droit d'expression, qui ne participe presque pas à la société, si ce n'est que de jouer le rôle de la mère au foyer. Est-ce que cela est une mauvaise conception? Est-ce que c'est la réalité? Ou bien comment comprendre cette réalité ou cette perception? Disons, il faut retourner un peu en arrière, parce que si on retourne un peu en arrière, la femme sénégalaise avait un rôle, donc avait un rôle à jouer donc, par rapport à l'ancien. Donc la femme sénégalaise était la femme qui gérait le foyer, donc qui gérait la famille, donc qui s'occupait de tout ce qui était donc quotidien, le quotidien familial. Donc l'homme sortait donc pour amener donc la survie. Mais momentanément, donc on peut dire que donc ça a tendance à changer avec donc l'évolution du temps, donc les nouvelles technologies et autres. Donc maintenant la femme sénégalaise donc elle est libérale. D'ailleurs on a voté donc la loi de l'ancien président, la loi de Wade avec la parité. Donc il nous fait tellement rigoler. Ah bon, ok. Donc il n'était pas tellement populaire jusqu'à ce qu'on ait la parité avec une femme. Ok. Tout à fait. Donc il faut dire que par rapport à tout ça, maintenant la femme a une nouvelle donc par rapport à cette situation. Ok. Comme vous pouvez voir, nous sommes en direct, nous prenons nos émissions et nous avons des gens qui appellent. On prend une petite pause et on revient dans 2 minutes. Merci. Vous pouvez peut-être profiter une petite pause, non, ça va être tout. Bon, nous revenons, nous avons pris une petite pause, n'est-ce pas, un rafraîchissement, c'est toujours le bienvenu. Alors nous sommes en train de discuter de la réalité du Sénégal, dans la diaspora et au Sénégal. Alors avant la petite pause, nous avions abordé le sujet du rôle que la femme joue dans la société sénégalaise. Et nous avons eu mon frère qui a donné sa version de fait du rôle que joue la femme. Mais mon frère, vous avez semblé présenter aussi votre, je ne sais pas si c'est un contre-argument ou bien... En fait, ça va dans le même sens, mais peut-être juste rajouter quelques détails. En fait, je pense que, parce que vous avez souligné quelque chose qui est assez important, que l'Occident diffuse peut-être une fausse image, peut-être pas par exprès, ils ne le font pas peut-être exprès, c'est peut-être par méconnaissance. Mais dans la religion musulmane en tant que telle, la femme a une meilleure place que l'homme en fait. Elle est beaucoup plus respectée que l'homme. Et souvent ce qu'on dit qu'une femme soumise, c'est juste un rôle en fait. Si vous allez dans tous les foyers sénégalais ou musulmans en général, c'est la femme qui décide. C'est l'homme qui porte la voix par culture, encore une fois. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Donc c'est juste pour donner comme
le rôle d'homme, en fait, c'est souvent lui qui communique le dernier mot. Mais si on regarde bien, c'est la femme qui prend la décision. Aucun homme ne prendra une décision, au Sénégal en tout cas, sans consulter sa femme. Ça, c'est quand vous êtes dans un couple. Exactement. Mais même en fait, dans la société comme telle, je veux dire, est-ce que la femme sénégalaise occupe des fonctions dans la fonction publique? Est-ce que la femme sénégalaise est au devant, par exemple, dans la hiérarchie politique? Tout à fait. Même donc, pour aborder dans le même sens, même si vous regardez par rapport à nos gouvernements, donc vous voyez, les meilleures positions sont les femmes actuellement qui occupent ces meilleures positions. Parce que je blague souvent pour dire que maintenant ce sont les femmes qui vont à l'école, ce sont les femmes qui étudient les hommes, non pas effectivement, donc c'est ça, donc c'est pareil, c'est comme ici au Canada ou partout dans le monde. Les femmes occupent une meilleure position que les hommes chez nous. Donc c'est comme on est dit. Donc, et puis dans la religion musulmane, c'est ça aussi, les femmes ont une meilleure position que l'homme. Est-ce que le Sénégal est considéré comme un pays musulman ou parce que je sais que le Sénégal, c'est quand même un des modèles de la démocratie en Afrique, depuis Senghor, et il y a eu une succession de présidents. Les élections n'ont pas vraiment été chaotiques comme telles, à l'exception peut-être de ceux qu'on a failli vivre lors des élections de l'année passée, enfin cette année même, je pense 2012, où on semblait ajouter un troisième mandat au président sortant. Qu'est-ce qu'il en est au juste? C'est quoi la nature des enjeux politiques là au Sénégal? En fait, je pense que le Sénégal traverse une nouvelle ère. Donc, ça a toujours été, le Sénégalais a toujours été connu comme étant pacifique, comme vous l'avez dit, comme un exemple de démocrate. Et souvent, on a toujours accepté tout ce qui se faisait, même si on n'était pas souvent d'accord. Souvent, c'était les guides religieux. On suivait les guides religieux, on acceptait ce qu'ils voulaient, parce que par respect, aussi pour éviter l'anarchie aussi. Mais souvent, il y a quelque chose, un phénomène qui naît, ce qu'on appelle souvent le NTS, le nouveau type sénégalais. Donc, le Sénégalais maintenant est partout dans le monde, ils étudient partout et il y a beaucoup de Sénégalais qui rentrent au pays avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir. C'est pas qu'ils sont moins respectueux, c'est juste qu'ils ont une nouvelle façon, ils ont la hargne. Ils ont la hargne de voir les changements et tout de suite. On peut parler peut-être parfois d'impatience, quand on voit les casses, les grèves, tout ce qui dérape en fait. Ça c'est regrettable, c'est sûr. Mais dans le fond, en fait, le combat dans le fond, il est noble. Et le Sénégal est toujours aussi démocrate. C'est juste que c'est une nouvelle façon de l'aborder en fait. Bah, on a quand même vu Youssou Ndour qui était candidat à la présidence, sa candidature a été refusée. Ça, c'est quand même des valeurs antidémocratiques là. C'est clair. C'est quoi là, je veux dire? C'est clair. Ça fait partie des fédérapages dont tu parles ou bien ça fait partie de cette discipline? Non, parce qu'il est chanteur et ne fait pas de bien pour cette politique. C'est sûr que c'était quelque chose, personnellement, je n'étais pas d'accord. Moi, je suis pour que tout le monde ait une chance, mais c'est mon opinion à moi, c'est en tout cas pour peut-être tous les Sénégalais. Mais quand je parlais de casse, c'était plus en fait comme les casses en fait de la ville, des gens qui cassent les bus, des gens qui cassent les banques, des choses comme ça. Parce que ça revient au peuple, c'est le peuple qui va vivre là. Tout à fait, la démocratie, c'est le peuple qui décide de pouvoir. Exactement. Ok. Mais j'ai rencontré votre ambassadeur récemment, je crois vers le mois de février, ici à Toronto, et c'est un homme très instruit. Bon, à l'époque, c'était Wade qui était au pouvoir au Sénégal, mais il a parlé de la jeunesse sénégalaise comme étant une jeunesse qui s'investit. Il a parlé du mouvement des jeunes qui vont s'établir dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, pour promouvoir des institutions financières, banques et des institutions de prêts, microcrédits, ainsi de suite. Est-ce que le Sénégal, aujourd'hui, peut être considéré comme un pays propice pour amener les investissements de grande envergure? Et il y en a aussi des investissements étrangers qui contribuent à l'économie du Sénégal? Tout à fait. Avant d'aborder ce sujet, permettez-moi de revenir un peu sur la question politique de notre pays. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses regrettables, c'est vrai, comme le refus de la candidature de Youssou Ndour aux élections passées. Donc, tout ce qui s'est passé au pays, les cas et tout. Mais il faut reconnaître que c'est un pas par rapport à la démocratie. Et c'est un pas très noble. Parce que ça montre tout simplement que les Sénégalais sont en train de se réveiller, sont en train d'être conscients par rapport à leurs dirigeants, par rapport à l'acte que les dirigeants posent. Il faut qu'en Afrique, il faut que les gens sachent que
c'est pas les hommes qui dirigent, qui font la démocratie. Ce sont les institutions qui font la démocratie. Donc, c'est par rapport à ça qu'il faut respecter les institutions. C'est par rapport à ça que les Sénégalais se sont réveillés, se sont battus le 23 juin, se sont battus contre la candidature de Wade, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps d'aborder sur ce sujet, donc on va revenir sur la. Mais pour vous, est-ce que Wade avait eu raison de se présenter pour une troisième fois conformément à la constitution du Sénégal? Non, mon opinion du tout. Par rapport à mon opinion du tout. Parce que comme je viens de le dire auparavant, ce n'est pas les hommes qui font la démocratie, c'est les institutions. Ce n'est pas Wade. La constitution dit que Wade n'a pas droit à un troisième mandat. Donc il n'a pas droit à un troisième mandat. Il ne faut pas que Wade, pour faire plaisir à Wade, on lui donne un troisième mandat. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Enfin, je sais que Wade, en tout cas, il avait une politique économique qui était fiable. Sous le régime de Wade, il y a eu un développement économique cohérent. On a constaté la croissance économique. Il y a des pas. Sauf que je sais que le pouvoir corrompt. Peut-être après le bout du pouvoir, et puis finalement, il a voulu s'y maintenir. Mais bon, il a quand même fait le pire, je veux dire. En fait, Wade, moi je le respecte beaucoup comme stratège politique surtout. C'est quelqu'un qui a su mener le Sénégal quelque part. En fait, on a entendu parler du Sénégal partout, avant avec le sport et tout ça, mais c'est quelqu'un qui a su porter le Sénégal à un autre niveau, je dirais. Mais après, ces dernières années, ça a été un peu contesté. Personnellement, j'ai pas été trop adepte de sa façon de diriger le Sénégal pour les dernières années. Je trouve qu'il était lui il était encore bien, mais il était mal entouré, je trouve. Donc c'est plus ça en fait, c'est plus assainir les alentours en fait. Quand on se met à diriger, comme le pouvoir peut rendre fou. Donc le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Donc on parlait alors du Sénégal comme étant un pays qui peut acquérir les investissements de grande envergure. Ma question c'est quoi la situation économique là? Est-ce que les jeunes qui terminent leurs études trouvent du travail, les chômages pas de plein comme c'est souvent en Afrique? C'est quoi l'environnement économique au Sénégal? Bon, moi je pense que c'est un peu comme partout en Afrique. Ce qui est regrettable en fait en Afrique, c'est que beaucoup de gens attendent juste en fait du job de l'État ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut peut-être plus promouvoir l'entrepreneuriat, puis que les jeunes se réveillent. Puis c'est vrai, avec $1 on peut faire quelque chose, avec $10 on peut faire quelque chose. Donc la situation économique est assez stable en ce moment. Donc il y a l'enjeu qui est mis plus sur l'agriculture, mais à un moment donné ça va se saturer en fait. L'agriculture, le Sénégal couvre quand même une bonne partie du désert. C'est quand même un pays qui est un peu désertique. Plus au nord, je dirais. Mais à l'intérieur, il y a la zone du Ferlo qui est mal exploitée, je dirais même peut-être inexploitée. Et il y a beaucoup de choses à faire, ça demande beaucoup d'investissement. Et si on peut avoir des gens des grosses firmes qui peuvent investir dessus, ça serait pas mal. Et moi je pense aussi que l'économie en fait passerait plus par les PME. Parce que chaque PME crée de l'emploi et sort quelqu'un du chômage. Donc je pense que c'est le moteur, le poumon de l'économie. Exactement. Je vais ajouter 2 ou 3 mots pour dire que en fait au Sénégal, moi je trouve que l'économie, on doit retourner par rapport à l'agriculture. Parce que vous savez, donc on ne peut pas sauter les étapes. L'économie doit démarrer par le secteur primaire. Le secteur primaire au Sénégal est mis en rade. L'agriculture n'est pas aussi développée qu'il devait l'être. Les industries ne sont pas là-bas, ce qui constitue le secteur secondaire, avant d'y aller au secteur tertiaire. Il faut reconnaître qu'au Sénégal, il y a trop de sociétés de prestations. On ne peut pas développer un pays par rapport à des prestations. Et un pays ne peut pas se développer par rapport à des taux de chômage de 50%, de 60%. Donc il faut produire. C'est la production qui nous manque, qui manque chez nous. Donc c'est la production doit démarrer dans le secteur primaire, le secteur secondaire, donc pour le secteur tertiaire. Comme vous pouvez voir, le sujet du Sénégal, on n'a pas encore touché à tous les sujets, mais on arrive déjà au timing que nous avons pour la plupart des émissions qui sont limitées à 25 minutes. Ceci ouvre justement la question par rapport à un deuxième volet de cette émission, parce que vous êtes nombreux, vous nous posez des questions sur les cultures des pays d'Afrique.
Il n'y a que les enfants de pays hôtes qui sont mieux placés pour parler, n'est-ce pas, des réalités de pays d'où ils viennent. Alors sur ce sujet, on pourra s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais je vous promets, très prochainement, nous reviendrons avec ce plateau, avec une deuxième partie d'émission pour entrer dans la vie politique. Je suis intéressé spécialement au sommet de la francophonie, le prochain, qui devra se tenir au Sénégal. Et je dis aux amis du Sénégal, tenez bon, nous vous reviendrons.